Bonsoir. Ce jeudi, nous recevons Eno Meyemesi, ce dont vous parle très certainement. Poète, essayiste, romancier, historien. Ça s'arrête là, ça s'arrête là. Et si je disais exilé? Oh, un peu, oui. Ah, voilà. Oui, voilà. Puisque je ne vis pas au Cameroun. D'accord. Donc c'est un exil. Volontaire? Bon, particulier. C'est-à-dire qu'après la prison, il m'a été proposé par l'association des écrivains allemands d'aller là pour quelque temps. Bon, j'ai hésité, comment j'avais fait espagnol au lycée. Mais finalement, j'ai accepté et puis j'y suis allé et je ne m'y suis plus. Polyglotte aussi, allemand, espagnol, français. Oui, un peu, oui, de plus en plus. Oui. Comment heureux de vous recevoir ce soir. Moi aussi, je suis toujours ravi de venir ici dans votre studio. Toujours un plaisir de partager votre lumière, vos connaissances. Vous allez me faire rougir. Non, non. En fait, j'ai dit lumière, connaissance à la faveur de votre dernier livre, mais aussi de certains autres. Vous en avez tellement écrit. 159. Voilà. J'étais loin d'imaginer. Je savais qu'il y en avait assez, mais j'étais loin d'imaginer que c'était... 159 livres. Comment on fait pour écrire 159 livres? Bon, je dois dire que depuis l'école primaire, j'étais premier en rédaction. Ok. Oui, et... Donc vous avez déjà la passion de... Oui, écrire n'est pas difficile pour moi. D'accord. Vraiment difficile. Et d'ailleurs, vous l'exprimez à travers vraiment votre dernier ouvrage, parce qu'un matin, une interview sur RFI. Voilà. Et puis vous êtes à... Voilà. Et puis je démarre le livre. Sur Titus Edouard. Oui, je l'ai écrit quoi, en un week-end, terminé. Bon, on y arrive. Je rappelle que vous êtes né à Bolovan en 1954. Oui, il n'y a pas très longtemps. Hein. Il n'y a que 70 petits ans. Bon, pas longtemps. Il y en a encore 100 autres. Hein. Bon, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Hein. Okay. Disons-le comme ça. Alors, 6 ans avant 1960. Mais moi, j'ai vu l'indépendance ici. Okay. On habitait boulevard quoi. La grande avenue qui passe devant le lycée Dios, là, on habitait là où l'autoroute... Boulevard de Gaulle. Voilà, là où l'autoroute... L'avenue de Gaulle, pour dire... La maison est même toujours là. Ouais. Donc j'ai vu l'indépendance, j'ai vu le maquis. Le jour de l'incendie du quartier Congo, c'était un dimanche. Nous rentrions du culte. J'ai vu l'incendie du quartier. Alors, pour parler un peu comme ceux de cette époque-là, vous étiez vous êtes aux côtés des... Comment on dit je ne veux pas dire collaborateurs, pour dire... Non, on va dire... ils appelaient ça évoluer. OK. Comme on dit aujourd'hui... qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Élite. Okay. Les Français, les colons, eux, ils avaient un terme pour appeler les fonctionnaires, les évolués. C'est-à-dire c'était une classe intermédiaire entre les Blancs et les Noirs d'en bas. Ouais. Donc les fonctionnaires étaient les évolués. Okay. Et mon père était un évolué parce que c'est lui qui a créé la jeunesse et sport à Douala, le premier délégué de la jeunesse et sport à Douala. D'accord. Un noir en 59. Oui, okay. C'était un évolué. Donc oui, on peut dire... mais les évolués n'étaient pas forcément contre l'indépendance. Hein. Okay. Non. C'était très complexe, en tout cas, c'était très complexe. Ils bénéficiaient du régime colonial, ils avaient un bon statut. Par exemple, beaucoup d'entre eux bénéficiaient de stages en France, dans tous les services. Mais cela n'empêche pas qu'un grand nombre ait eu de la sympathie pour le mouvement nationaliste et même y ait participé. Oui. Je rappelle que vous avez fait Sciences Po à Paris. Non. À Strasbourg. Vous avez fait l'étude sciences politiques à Strasbourg. Institut d'études politiques de Strasbourg. En 70. Non, j'ai eu mon diplôme en 81. Okay. 1981. Après, je suis venu à Paris, à Paris 2, là où j'ai passé ma maîtrise de sciences politiques. Et puis, je suis entré en politique parce que c'était l'année où le président Biya est arrivé au pouvoir. En 82. Oui. Mais bien avant, vous étiez à l'UNEC. Ah oui, à l'époque, c'était... Oui, c'était... Lorsque vous étiez un patriote camerounais, vous ne pouvez ne pas être militant de l'UNEC. Et c'était une école formidable. Par exemple, nous, à l'époque, les étudiants camerounais en France, nous ne connaissions pas la division actuelle. Lorsque je vais en France maintenant, je suis surpris. Il y a tels qui font leur réunion de tel arrondissement, je ne prononce pas les noms. Il y a tel autre. Non, on n'était pas comme ça. Nous, on était africains, à la limite, on était noirs. Est-ce que ce n'est pas la conséquence de la démocratie qu'on essaye de mettre... Non, ça a été, par exemple, en 77, le président Ahidjo a obtenu que Giscard dissolve l'UNEC. Okay. Quand on a dissous l'UNEC, bon, les jeunes qui arrivaient n'étaient plus accueillis comme nous, parce que l'UNEC nous accueillait par l'histoire du Cameroun, par
Ils nous ont parlé de la guerre qu'il y a eu au Cameroun, de la répression, tout ça, ça nous ouvrait l'esprit. Bon, maintenant, ce n'est plus ça. Maintenant, les gens arrivent, sont accueillis par leur communauté. Et les gens leur disent, ouais, vous savez, nous sommes les plus forts, les meilleurs. Donc, ça a tout changé. La disparition de l'UNEC a été très, très néfaste. Il y a un tribalisme qui me désole maintenant lorsque j'arrive en France. Nous, on ne connaissait pas ça. Nous, on n'était pas Camerounais, on n'était pas Maliens, on n'était pas Sénégalais, Gabonais. Non, on était Africains. Maintenant, ça a disparu. En 2011, oui. Vous avez tenté une candidature à l'élection présidentielle. Oui, oui, ça a mal tourné. Ils ne m'ont pas accepté. Ils ont rejeté ma candidature. Puis voilà, votre dossier était complet? Oui, oui, c'était complet. Oui, ils ont rejeté. Quel était le prétexte du rejet? Est-ce qu'ils vous donnent un prétexte? Je dégage plus. Ou peut-être parce que comme j'étais du Sud aussi, ça peut être une raison. Ils ne veulent pas de concurrence là-bas? Bon, ça peut être une des raisons, je n'en sais rien. En tout cas, ils l'ont rejeté. J'ai pu payer la caution, ça, c'était que 5 millions. Bon, un pote m'a trouvé ça, et puis j'ai payé. Mais la même année, vous faites la prison abertoire? Oui, oui, on m'arrête au mois de novembre, c'était novembre qu'on m'a arrêté. Et... vous étiez trafiquant de... Oui, c'était très complexe, il y avait un mélange de tout, trafic de ceci, tentative de coup d'État, achat d'armes, c'était très compliqué. Bon, j'ai été condamné à 7 ans de prison sur hautes instructions du ministre de la Défense de l'époque. Et puis en cours d'appel, j'ai été relaxé au bout de 3 ans parce que l'association des anciens élèves du lycée Leclerc s'est mobilisée. Et puis le juge, Chilik, était au lycée avec nous, mais dans une promotion inférieure. Quand j'étais en première ou terminale, je devais être en 4e. Donc on est allé le voir, l'association est allée le voir, elle a dit non, non, malgré les pressions, moi je vais trouver le moyen de le libérer. Donc il m'a condamné au temps mis, on appelle ça temps mis. Exact. Il m'a donné 40 mois et j'avais mis 40 mois, et puis je suis sorti. En 2013, vous êtes lauréat du prix de la liberté d'expression d'Oxfam. Oui, oui, oui. À La Haye, aux Pays-Bas. Oui, oui, j'en ai été très honoré. Pour un recueil de poésie. Oui, oui. Vous savez, la poésie est mon genre préféré. Ça se ressent d'ailleurs dans votre attitude. Ah bon, hein? Mais bon, les gens lisent pas tellement la poésie. Mais je l'aime beaucoup, la poésie. En tout cas, la poésie écrite par les auteurs africains, elle est parfois magnifique. D'accord. Voilà pour l'auteur. Non, il y a plein d'autres. Oui, bon, je veux dire que c'est en transversal. On ne pourra pas commencer l'émission sans donner les grandes lignes. Bien sûr. Venons dans cet ouvrage, une 60aine de pages, moins d'une centaine dans tous les cas. Ça, c'est des livres que je conçois, un peu comme la collection Poche, c'est-à-dire que en France, il y a des livres que l'on vend dans les gares. On part du principe qu'un voyageur, il achète un livre parce que, bon, par exemple, il part de Paris à Toulouse, qu'il l'ait lu en descendant du train à Toulouse. Donc, ce sont des livres rapides à lire, courts, un peu comme la collection Que sais-je. Exact. Oui, oui. Donc, c'est un peu dans cet esprit que j'ai conçu ici notamment, c'est-à-dire un livre court, rapide à lire et qu'on comprenne l'essentiel. Alors, je donne le titre. Oui. Titus Sézois, ni plus blanc, ni plus noir. Oui, oui. Aux éditions EDK Books. Oui, oui. Oui, ça veut dire qu'il n'est pas pire que les autres, ou il n'est pas meilleur que les autres. Pourquoi lui jeter la pierre alors qu'on... Vous avez le thermomètre? Comment? Vous avez le thermomètre pour apprécier... quoi? S'il n'est pas pire ou plus... Bon, les autres ont été au gouvernement comme lui. Bah, hein. je ne sais pas. Ah bah si, hein. Il y en a plein qui ont été au gouvernement comme lui. Mais ce qui est marquant d'ailleurs, pas forcément, pas à titre personnel, mais je veux dire, ce qui accroche dans cet ouvrage, c'est l'angle d'entrée. Ah bah, dans l'avant-propos. C'est mon métier. Hein. L'interview de Titus Sézois à Radio France Inter. Et qui a suivi cette interview a un peu vu la suite de ce qui était fait, que ce soit en termes de réaction au niveau de la classe politique, de réaction au niveau du gouvernement. Ben, je voudrais me dire, je vais peut-être pas le révéler, sans peut-être frustrer le sujet principal. Nous lui avons fait un protocole d'interview, mais je pense que les remous de la dernière sortie n'ont pas encore... Bon, je n'en sais rien, oui, pourquoi pas. Tout compte fait, le message est passé, j'espère qu'il nous reviendra assez vite. Bon, si vous le contactez, vous le direz. Alors, de ce que vous retenez dans cette interview, vous nous direz pourquoi. 1, le président de la République ne se portera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est l'interview, c'est ce qu'il a dit. Oui. 2, il conseille à Franck Biya de ne pas déposer le dossier pour ce scrutin. 3, il se propose de diriger une transition politique de quelques années à l'issue de laquelle il renonce par avance
à se porter lui-même candidat à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? D'abord le premier point. Premier point, c'était lequel? Le président de la République ne se portera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Bon, moi je n'en sais rien. Bon, ben, vous savez, c'est quelqu'un qui était au pouvoir, il a certainement un réseau très important d'informateurs, peut-être qu'il est au courant de ça. Moi je n'en sais rien, mais c'est une possibilité. Vous voyez, non? C'est une possibilité. Il peut décider de ne pas être candidat, comme il peut décider de rempiler. Bon, mais s'il l'a déclaré, il a certainement des raisons de le penser, de le dire. Donc, pourquoi pas? Et puis, il y a quand même la nature, vous voyez. Donc, on verra bien. N'empêche que dans la suite, vous faites donc une lecture de cet environnement. Et dans le chapitre premier, vous expliquez pourquoi Poul-Biassouran, non partant en Paris, celui-là, j'annonce qu'il y a des confidences. Oui, c'est un pari que beaucoup de gens font. Ils se disent, compte tenu de son âge, peut-être qu'il va y renoncer. Vous voyez comme Bill machin chose là. Joe Biden. Voilà, il vient de dire, oh moi ça suffit. Oui, mais le contexte est un peu différent. Biden était partant, seul que la pression, l'environnement. Oui, non, c'est exact. C'est-à-dire, je veux dire qu'en même temps ici, pour ceux qui ont le recul de l'analyse politique, quand on regarde la prorogation par exemple des mandats des députés, des conseillers municipaux. Oui, tout ça exact. Vous savez, bon. Moi, j'ai bâti le livre sur les déclarations du professeur Edouard. Il a dit qu'il ne sera pas candidat. Bon, et beaucoup de personnes se disent oh, bon, il va passer la main, il ne va pas passer la main. C'est vrai que c'est comme ça à la veille de chaque scrutin présidentiel. Bon, c'est sur ça que moi j'ai bâti le livre. S'il n'est pas candidat, voici ce qui pourrait être des raisons fondées pour qu'il ne se porte pas candidat. Donc j'ai essayé de dire bon, il y a ceci, il y a cela, cela. Moi j'ai fait un travail d'intellectuel. Sur la base des déclarations du professeur Edouard. Il le connaît bien. Vous avez la même conclusion? Non, moi je ne peux pas conclure. Moi je ne connais pas le président Biya. Mais quelle est votre grille d'analyse sur cet aspect-là? On verra bien. On verra bien. On verra bien. C'est à lui de décider. Moi je n'en sais rien. Bon, tout autour de lui, les gens commencent déjà timidement à lui demander à nouveau d'être candidat. Bon, est-ce qu'il acceptera, est-ce qu'il n'acceptera pas? On verra bien. Moi, je ne suis pas dans la politique, moi je m'efforce de faire un travail d'intellectuel, j'ai écrit des livres, je réfléchis sur... C'est un témoignage pour les années à venir. Dans 50 ans, lorsque nous ne serons plus là, ce sera un témoignage en disant il y avait eu un candidat qui avait déclaré que le président ne se porterait plus candidat. Et puis moi j'ai analysé en apportant des informations au public que cette assertion peut se fonder sur tel aspect, tel aspect, tel aspect, tel aspect. C'est un travail intellectuel, vous voyez, non? Oui, moi je ne prends pas position. Bon, mais je suppose que le procès le connaît bien. Et s'il dit ça... Connaît les rouages du système. Oui, et puis il a un immense réseau d'amis. Il a été quand même secrétaire général de la présidence. Il connaît plein de gens. Très probablement, je ne sais pas, peut-être qu'il est toujours en relation avec le président de la République, je n'en sais rien, mais... En tout cas, moi, j'ai bâti mon livre sur sa déclaration. Il sait à partir de quoi il dit cela. Ensuite, la réaction classique du ministère de la Communication. Oui, ça c'est classique. Il fallait s'attendre à ce que le ministre réagisse ainsi, démentisse. Bon, ça c'est classique, c'est pas nouveau. Il n'a pas redécouvert l'atome. Vous, l'écrivain, vous dites, observateur et analyste politique, vous dites que le gouvernement montait assez haut, laissait parler son porte-parole, au regard également de la stature, de la carrure de la personne qui a fait il a été quand même secrétaire général de la présidence, il a été un proche du président de la République, on peut même dire un confident. Donc lorsqu'il sort du bois, si j'utilise cette expression, bon, je comprends que l'establishment se retrouve en position de répondre parce que il est un peu acculé. Donc il était un peu normal que le porte-parole dise quelque chose là-dessus. C'est une réaction classique, normale. C'est pas déterminant. Qu'il n'ait pas réagi, c'est ça qui aurait été surprenant. C'est ça, oui. Il a fait son travail en tant que ministre de la Communication. C'était normal qu'il réagisse. Et puis il n'a pas dit des choses mauvaises. Hein. Il a dit des choses classiques, attendues. Voilà. En situation exceptionnelle, transition politique. Oui, là, ça devient donc... on poursuit l'analyse en disant, bon, qu'est-ce qui est souvent le fondement des transitions? C'est-à-dire que là, on parle de transition quand il y a une situation exceptionnelle. Et une situation exceptionnelle, ça peut être une crise politique, ça peut être
bon, une crise politique, maintenant, quel contenu on peut trouver dans la crise politique? Ça peut être des soldats qui ont pris le pouvoir, ça peut être un dirigeant qui a disparu. Donc, ce sont des situations inattendues. À partir de quoi la population peut dire, bon, là, écoutez, rebattons les cartes. Repensons notre pays, repensons l'action politique, repensons. Donc, ça devient une situation exceptionnelle. Oui. Et là, donc, la transition, c'est un peu ce qui avait été à l'époque à la mode, les conférences nationales. Exact. Oui, donc maintenant c'est plutôt les transitions. Il y en a d'heureuses, il y en a de malheureuses, mais en tout cas ce sont des situations exceptionnelles à partir desquelles la population se met à réfléchir, bon, je vais parler de manière triviale, on fait alors comment maintenant? Ouais, c'est ça les transitions. Bon, donc ce n'est pas en soi quelque chose d'abominable. Bon, au-delà du livre, au-delà de la déclaration, oui. Justement, le débat politique actuel, oui. C'est dans le contexte, une frange importante d'hommes politiques qui épousent cette idée de transition. Oui, oui, c'est vrai, je le constate depuis que je suis arrivé, oui, c'est vrai. Et même si en face, il y a une autre qui estime que, bon, pas forcément une transition. C'est normal, la majorité, elle va me dire, allez vous faire voir votre histoire de transition. Et puis, c'est normal aussi que l'opposition dise, oui, qu'on ait la transition. Parce que lorsque je les entends parler, je prends leur argumentation, c'est qu'il faut ouvrir à nouveau le système, comme cela s'était produit en 91. C'est leur thèse. Ils estiment qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut repenser. Notamment, par exemple, la manière de conduire les libertés publiques au Cameroun. Il faut la repenser. Et personnellement, moi, là c'est mon opinion personnelle, je pense qu'il faut que l'on revoie la loi électorale, le mode de scrutin. Moi, je crois qu'il faut, au moins au niveau local, c'est-à-dire des municipales, par conséquent des sénatoriales, que l'on instaure la proportionnelle. Moi, je crois cela. Bon, au niveau national... Par quel mécanisme? Non, le scrutin proportionnel. C'est-à-dire que proportionnel intégral. Ça veut dire que s'il y avait 4 candidats, que celui-ci ait eu 15%, 20%, que tous aient des représentants dans les conseils municipaux et dans les conseils régionaux. Maintenant, on met une barre, on se dit, bon, on dit s'il y a ceux qui ont moins de 5% sont éliminés. Il faut avoir, par exemple, plus de 5%. Pourquoi? Ça a l'avantage d'éviter le retour au parti unique. Parce que nous sommes retournés au parti unique à travers le mode de scrutin actuel. Une liste à 50,2 voix, elle rafle tous les électeurs. Bon, au bout de scrutin en scrutin, ça finit par lasser ceux qui votaient pour ces candidats qui sont éliminés d'office. Et en conséquence, ça accroît l'abstention et c'est le retour au parti unique. Vous voyez, non? Il y a des voix qui auraient pu apporter quelque chose, mais qui sont éliminées de cette manière. Alors que sur le plan local, moi je crois qu'on doit intégrer cela. Sur le plan national, ce serait compliqué parce qu'on arriverait à des coalitions et c'est très compliqué. Bon, que le scrutin majoritaire soit maintenu sur le plan national, moi je le pense. Mais sur le plan local, les régions, les communes, il faut introduire le scrutin proportionnel dans les communes. Si mon avis était demandé, moi je dirais, d'accord, vous parlez de liste électorale, mais n'oubliez pas cela. Parce que l'absence de scrutin proportionnel a conduit au retour de fait du parti unique. Nous sommes actuellement dans un parti unique de fait. Les autres font du chahut, mais ils n'ont rien. Vous voyez? Bon, et lorsque les gens n'ont pas la possibilité de s'exprimer dans des instances légales, ben, ils font la pagaille que l'on voit par exemple maintenant dans une partie du Cameroun. Ils prennent les armes, ils posent des bombes et autres. Il faut mettre en place un mécanisme qui empêche les gens de penser à poser des bombes. Oui, moi je pense. Donc il faut leur donner au moins localement la possibilité d'aller faire leur chahut dans des assemblées. Moi je crois que si le SNC avait la possibilité d'avoir des élus dans le conseil régional du sud-ouest et du nord-ouest, il y aurait moins d'attentats. Moi je pense. Parce qu'ils viendraient là, au Parlement, ils s'exprimeraient, ils vomiraient leur bile. Là-dedans, il y a des choses inacceptables et des choses acceptables. Et puis, ce serait au moins une sorte de
possibilité de débat, de dialogue. Alors que dans le système actuel, comme ils ne peuvent s'exprimer nulle part, ben, ils s'expriment par les bombes. Absolument. Alors, cela dit, pour revenir un peu sur le plan national, le professeur Edouard, le sujet principal de votre ouvrage, lui, il est pour une transition. Oui, et d'ailleurs, il s'emporte... Oui, il dit qu'il veut la conduire. Oui, bon, d'accord, bon, ils sont nombreux à le penser. Ils le pensent, oui, pourquoi pas. Et là aussi, c'est mon point de vue. Il en a l'expérience, il en a les capacités. Il a été au sommet de l'État. Il connaît l'État. Il connaît l'administration publique. Il connaît, comment dire, les palais présidentiels, les ordres, comme on dit. Les rois du système. Non, c'est-à-dire la gloire, les caméras, tout ça. Et il a encore un autre gros avantage, c'est qu'il connaît aussi la cellule de Konangui. Donc il connaît le Cameroun d'en haut, comme on dit, et le Cameroun de la gloire, des honneurs, et il connaît le Cameroun de l'opprobre, de l'humiliation, des injures. Moi, je crois que dans les années à venir, un personnage qui bénéficie d'un tel, comment dire, un tel passé, une telle présentation, une telle CV, serait le bienvenu au sommet de l'État. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, du moins, pour ceux qui sont aux affaires en ce moment, est-ce qu'il n'y a pas une forme de crainte au risque de chasse aux sorcières si un ancien... C'est normal, c'est normal. Les gens ont des positions de pouvoir. Au nom de quoi ils vont se laisser s'en déposséder. C'est normal qu'ils se défendent. C'est tout à fait normal qu'ils défendent leur position de pouvoir. Et c'est tout aussi normal que l'opposition cherche à accéder au pouvoir. Il ne faut pas noircir les uns et blanchir les autres. Absolument. Nous aimons tous le Cameroun. Bien sûr. Bon, nous l'aimons chacun à sa manière. Il y en a qui sont impolis, ils balancent des injures. Il y en a qui sont courtois. Il y en a qui sont dans la majorité, il y en a qui sont dans l'opposition, il y en a qui sont au Cameroun, il y en a qui sont en exil. Nous tous, nous aimons le Cameroun. Que les personnes au pouvoir annoncent, disent qu'il y aura chasse aux sorcières, c'est normal qu'ils le disent, qu'ils se défendent, c'est normal. Bon, maintenant, est-ce qu'elle se produira? On n'en sait rien. Est-ce qu'il y a eu chasse aux sorcières après le départ du président Ahidjo? Moi, je ne pense pas. Vous voyez? Bon, est-ce qu'il y aura une chasse aux sorcières lorsqu'il y aura un troisième président de la République du Cameroun? On verra bien, mais je ne le pense pas. Vous voyez? Donc, qu'il fasse circuler cette thèse, bon, à la limite, c'est de bonne guerre. Mais je ne crois pas que l'on passera avec des couteaux ou d'aller égorger tel ministre de chez lui. Je n'y pense pas. Le chapitre 4, vous revenez sur les 32 ans de l'opposition sans alternance, sous forme interrogative, le temps d'une troisième voie. Vous vous interrogez. Oui, parce que l'opposition aussi, elle a sa part de responsabilité. Elle doit faire son aggiornamento. Oui. Parfois, vous avez un personnage qui émerge. Les gens commencent à fonder de grands espoirs sur le personnage, et puis il se met je vais parler en camerounais, à fauter. et puis, vous voyez, il perd sa crédibilité par lui-même, par son comportement, par ses déclarations, par ses maladresses. Et ça pose problème. Un nouvel homme apparaît, les gens se mettent à fonder leurs espoirs sur ce nouveau visage, et puis lui aussi se met à, je parle encore en camerounais, à fauter. Donc, au bout de 32 ans, certains qui étaient de grands ténors de l'opposition, on les voit maintenant dans la majorité. Donc, ça crée une situation où la population ne comprend plus. Elle ne sait plus à quel sens se vouer. Bon, moi, maintenant, j'arrive, je descends d'avion, je dis, moi, je vais changer ceci. Les gens sont fondés de dire que tu crois que tu es le premier à dire ça. D'autres ont dit ça avant toi. Hein. Exact. Oui, donc, il y a tout ça. Peut-être que... Ah oui, façon de dire que le Cameroun a une crise à ses hommes politiques. Oui. Moi, j'ai beaucoup d'amis ivoiriens. Les hommes politiques ivoiriens sont... Vraiment, je ne voudrais pas blesser notre classe politique. Okay. Ouais, mais je dis les choses vraiment sans désir de dire du mal. Mais ils sont beaucoup plus sérieux que nous. Oui, beaucoup. Quelqu'un comme Afinguessan, c'est une relation à moi. Je connais plein de gens du FPI. Ils sont infiniment plus sérieux que nous. Ça, je le dis, ça peut faire mal ce que je dis, mais chez nous, beaucoup de leaders de l'opposition, d'abord, c'est de grands tribalistes
il faut les entendre parler hors antenne, vous êtes dégoûtés. D'autres sont de petits esprits, ça pose problème. Ça pose problème. Il nous faut, je ne sais pas comment faire, mais ils nous déçoivent. Vous direz comme certains que nous sommes en manque d'hommes d'État. Bon, ça c'est vrai, mais surtout, je crois qu'il faudrait repenser le fonctionnement de nos partis politiques, tout c'est très complexe. Repenser la démocratie au Cameroun, repenser l'action politique. Bon, les dimanches, aller s'insulter à la télévision, là, tout ça, ça rapporte quoi? Ouais, toi, ta thèse, elle avait 15 pages. Ne me parle pas comme ça, hein, moi, je ne suis pas un petit docteur comme toi. Ça rapporte quoi, ça? Et puis, nos hommes politiques, là, c'est le village, c'est vraiment désolant. C'est vraiment des déclarations. Y a-t-il matière à désespérer? Non, l'histoire est longue, hein, l'histoire ne s'arrête pas, non. Bon, maintenant, c'est un passage un peu difficile, mais il y a des nouvelles générations qui apparaissent, attention. Mais il faut simplement outiller ces nouvelles générations de telle sorte que nous ne retombions pas plus dans la gadoue actuelle. Absolument. Oui, c'est ce que moi je m'efforce de faire. Moi, à partir du moment où j'ai compris que je n'avais aucun avenir en politique, j'ai déposé les armes, je me suis concentré dans mon autre passion qui est la littérature. J'essaie de nourrir les nouvelles générations du maximum d'informations possibles sur le Cameroun afin qu'elles ne reprennent pas nos erreurs à nous. Ouais. Donc, non, il ne faut pas désespérer. L'histoire n'est pas achevée, elle continue à se poursuivre. Alors, dans le chapitre 5, vous ne faites pas moins que de situer Titus Edouard au même pied que Charles de Gaulle. Et vous introduisez le chapitre Titus Edouard recourt pour le Cameroun tel Charles de Gaulle en France en 1958. Oui, c'est-à-dire que ça démarche. Oui, c'est-à-dire, oui, bon voilà, c'est un point d'interrogation. Donc, c'est pas une information, c'est pas une affirmation. D'accord. C'est-à-dire, est-ce qu'il serait le Charles de Gaulle de demain? Okay. Oui, parce que Charles de Gaulle, c'est quoi? Bon, les Camerounais, ils ne sont pas obligés de connaître l'histoire de France. Hein. Mais Charles de Gaulle est apparu à un moment où la France était dans la confusion totale. Donc, il est arrivé. On est allé le chercher. Il n'était plus au pouvoir, on est allé le chercher. Et il a refait une nouvelle constitution qui a stabilisé le pouvoir. Parce qu'avant, il y avait des crises gouvernementales, tout ça, etc. Donc, est-ce qu'il ne se considère pas comme tel, comme un recours? Parce que la similitude est un peu, bon, en tirant un peu par les cheveux, elle est quand même là. Charles de Gaulle avait été au gouvernement de Pétain. Il avait été secrétaire d'État à la Défense, il a été ministre de la Défense. Et puis, il a refusé la capitulation, il s'est exilé en Angleterre, il a lancé ses forces françaises libres, tout ça. Et puis, il a pris le pouvoir, il a géré la France après la guerre. Et puis, bon, il s'est retiré quand... Donc, il était chez lui, à colomber les deux églises, bon, il entretenait ses réseaux. Et c'est à partir de ces réseaux que, lorsque la crise en Algérie est devenue très forte, qu'on a fait appel à lui. Donc, peut-être qu'aussi, le professeur Edouard, avec l'expérience du pouvoir qu'il a, il a quand même côtoyé le président de la République. Il a été au cœur du pouvoir pendant longtemps, il en sait beaucoup. Maintenant, il est en retrait. Est-ce que peut-être que dans son esprit, cela pourrait se produire dans son esprit? Maintenant, je pose la question à l'analyste politique, à l'homme politique. Pensez-vous qu'il peut avoir une forme comment on dit ça, unanimisme, si je peux le dire ainsi, autour de Edouard, président, pour une transition? Non, en démocratie, vous n'aurez jamais l'unanimisme. Okay. Il y a toujours, ou alors ce n'est plus la démocratie, il y a toujours des gens qui disent oui et des gens qui disent non. Maintenant, il faut voir est-ce que ceux qui disent oui sont majoritaires par rapport à ceux qui disent non. Donc on peut retourner la question en disant, est-ce que vous pensez qu'il y aurait beaucoup de personnes qui pourraient trouver en lui une solution? Bon, je ne peux pas répondre. Oui, parce que moi je n'ai pas sauf en France et tout. Bon, mais pourquoi pas? Vous comprenez? Pourquoi pas? Il y en a certainement. Puisque son interview a fait écho. Ça veut donc dire qu'il y a des gens qui approuvent ce qu'il a dit. Bon, et il est normal qu'il y ait des gens qui désapprouvent. C'est ça la démocratie. Il ne faut pas avoir une démarche totalitaire. Il faut accepter que les gens vous contredisent. Maintenant, c'est de savoir est-ce que la majorité est avec moi ou contre moi. C'est ça. Bon là, ni vous ni moi ne pouvons répondre actuellement. Edouard Titus, ex-ministre comme d'autres leaders de partis politiques d'opposition, Damjeya, Gargaman, Kamto.
Oui, c'est la vérité. Mais là, vous mettez davantage en exergue des réactions négatives. Oui, oui. Ou alors de rejet. Oui. On a pu observer après l'interview. Exact. Oui, ce rejet est normal de la part de ceux qui soutiennent d'autres papabili. Papabili, on va dire comme ça. Oui, lorsque vous avez déjà votre champion et que vous voyez un personnage qui va venir jeter le sable dans votre tapioca, il est normal que vous réagissez mal. C'est normal, la réaction est normale. Qu'ils disent, ouais, mais lui, c'était... C'est normal. Bon, mais dans le même temps, il y a d'autres personnes qui disent la même chose de leur champion. Hein. Si vous entendez le micro sur pour parler d'un des trois personnages dont vous avez cité les noms, ce sera la même chose. Hein. Donc, ça, à la limite, ça aussi, c'est normal que cela réagisse ainsi. Il a été ministre comme plein d'autres, qui sont adulés aujourd'hui. Il y en a qui sont aujourd'hui des sauveurs, mais ils ont été membres du gouvernement. Le Cameroun a échoué, ils emportent une responsabilité. Hein? Ça, vous ne pouvez pas effacer l'histoire. Ils ont été membres du gouvernement des années durant. Ce qu'ils disent qu'ils vont venir réparer aujourd'hui, ils y ont contribué. Vous voyez? Donc, ça c'est l'histoire. Vous n'y pouvez rien. C'est tout à fait logique que dans cet esprit, d'autres aussi soient en mesure d'entamer la même démarche que vous. Hein, vous voulez sauver le Cameroun, eux aussi, d'autres aussi veulent sauver le Cameroun. Vous n'êtes pas les seuls à penser à libérer le Cameroun de ce qui est qualifié par certains d'abominables régimes. Ils sont nombreux qui, comme vous, disent qu'on va débarrasser le Cameroun de cet abominable régime. Donc, vous n'avez pas l'exclusivité du sauvetage du pays. Donc, acceptez que d'autres pensent comme vous. Maintenant, la population va trancher. À elle de dire ceci, non, on n'en veut pas, celui-ci, on n'en veut pas, celui-ci, on en veut, que de jeter le pauvre violemment contre X ou Y. Non, c'est dans les urnes que ce débat est tranché. Mais est-ce que ce ne sont pas des points qui peuvent aller en sa défaveur? Bien sûr, mais c'est ça la démocratie. Vous aurez toujours des gens qui vont vous critiquer. Il y en a qui vous critiquent, il y en a qui vous adulent. Maintenant, ceux qui ont beaucoup parlé, c'est ceux qui le critiquent, mais ceux qui l'adulent, j'ai l'impression qu'ils sont encore silencieux, qu'ils sont silencieux. Oui, tant que vous n'êtes pas passé par les urnes, vous ne pouvez pas savoir. Il y a plein de gens qui disent des choses. Ce n'est pas ceux qui font du bruit qui sont forcément les plus nombreux. Hein. Absolument. Ah ouais, le boucan, ça ne veut pas dire le nombre, hein, attention. Vous avez des gens qui ont des armées de Facebookers, j'appelle ça les Facebookers, c'est-à-dire des gens qui sont dans les réseaux sociaux, ils ont 10 pseudonymes, ils inondent les réseaux sociaux de thèmes qu'ils décident auparavant. Bon, ça c'est connu. Ils lancent des campagnes comme ça. Est-ce que c'est le pays réel là? Impossible de savoir. C'est le jour des élections que l'on peut découvrir la réalité de l'audience de X ou Z. L'audience de Facebook, ça ne veut absolument rien dire. C'est une audience factice. C'est dans les urnes que l'on voit la véritable audience de X ou Z. Alors, dans le chapitre 7, vous parlez de la fin des chefs traditionnels relais politiques. Oui, mais ils sont devenus aujourd'hui des relais de l'administration. Ça saute aux yeux, comme le nez sur le visage. Les chefs traditionnels ont été enrôlés. Oui, ça c'est clair. Beaucoup de chefs traditionnels ne toléreront pas qu'un autre parti vienne tenir un meeting dans leur village en dehors du RDPC. Ça, c'est des choses que moi, personnellement, j'ai vécues. Moi, il y a des gens, je leur dis, mais le président de la République a décrété la démocratie. Pourquoi toi, tu ne veux pas que je vienne tenir une réunion dans ton village? Moi, c'est des choses que moi, j'ai vécues. Le chef dit ici, va faire ça ailleurs, n'entre pas ici. Si tu es ici, on va t'agresser. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est un incident sur le jeu politique. Oui, à partir du moment où il ferme la porte à un courant d'opinion. Moi, je pense que le chef de traditionnel, chef coutumier, doit rester le chef de tout le monde. Le président de la République est le président de tous les Camerounais. Ceux qui ont voté pour lui, comme ceux qui n'ont pas voté pour lui. Ceux qui l'acclament, comme ceux qui l'exècrent. Donc, le chef traditionnel doit avoir la même attitude. Mais lorsque un chef traditionnel vient déjà avec l'uniforme d'un parti politique, il n'est plus chef traditionnel, il est déjà militant d'un parti politique, d'abord, et chef traditionnel ensuite. Or, il devrait rester dans la statut de chef traditionnel, c'est-à-dire au-dessus des partis. Mais nous voyons aujourd'hui
pratiquement tous les chefs traditionnels sont des militants d'un seul parti. Et ça pose, voilà des faiblesses de la démocratie camerounaise. Cet enrôlement des chefs traditionnels dans un seul parti. Et ça les avilit. Les chefs traditionnels perdent leur audience, perdent leur aura par cette attitude partisane que la plupart d'entre eux ont. Il faut reconnaître que vous ne les jetez pas totalement à la vindicte populaire, puisque vous parlez d'un regain d'intérêt pour la chefferie traditionnelle de nos jours au Cameroun. Ah ben oui, c'est évident. Maintenant, vous avez des ministres qui vont se faire investir chef de village mais comment ça devient, c'est la mode aujourd'hui. N'importe quel petit sous-chef de service, il se peut maintenant appeler Majesté. Majesté. Je me rappelle, avant que je quitte l'Allemagne, un ami me disait, dans votre pays, il y a des rois de deux villages. Oui, n'importe qui. Et maintenant, Majesté, il porte des colliers, des vêtements bizarres là, des chapeaux à plumes et tout. Quand vous voulez toucher à son bâton, il dit, on ne touche pas au bâton qui a quoi dans ça. Non, c'est le... Il y a le chasse-mou, vous voulez toucher au chasse-mou. Oui, on ne touche pas au chasse-mou. C'est comme ça. Et ce type est conseiller technique à la présidence, l'autre est au premier ministère, l'autre est délégué, machin, ceci. Il est arrivé au village, il porte des peaux de bêtes sur lui. Mais ça, c'est quoi ça? Ça devient même du folklore. Mais il se fait appeler... Il y en a qui ont des plumes sur la tête. Il se fait appeler Majesté. Majesté, mais c'est incroyable. Mais là, vous condamnez plutôt ceux qui, je veux dire, vous tirez les oreilles plutôt à ceux qui ne sont pas légitimes. Ces gens qui vont bousculer leur cousin au village, là. Parce que lui, il y en a qui vous disent, est-ce qu'un chef doit être pauvre? Il vous dit, pose le problème, il dit, le chef de mon village, quand le sous-préfet arrive, c'est à moi qu'il fait appel pour que je lui envoie une d'argent de vin rouge, que j'envoie les kitoko. Mais il est donc chef ou quoi? Quand on est chef, on doit avoir les moyens de la chefferie. Voilà les choses que j'entends. Alors il vient au village, il bouscule le pauvre chef, il trouve une connexion dans laquelle finalement, même dans ce village, c'est même mon arrière-grand-père qui était même le chef de village. Cette famille n'est pas vraiment là, machin. Bref, il devient le chef. C'est ce qui se passe. Ce que je dis là, plein de gens le savent. Moi, je n'invente rien, moi, je constate. Donc, il y a ce problème avec la chefferie traditionnelle au Cameroun. Les gens de la ville sont venus bousculer les villageois en disant, tu es chef, tu n'as même pas 5 francs. Quand, dernièrement, c'est pas moi qui t'ai payé l'opération à l'hôpital, et tu es chef de quoi? Bon. Quand le sous-préfet est venu, tu ne m'as pas écrit. Bon, écoute. Donc, et vous, aujourd'hui, du moins dans notre environnement politique, dans ce contexte, surtout également préélectoral, quelle peut être la place de cette chefferie traditionnelle? Moi, je dis, vous voulez être chef, ok. Mais le chef, le roi d'Espagne, comme vous appelez Majesté, il s'appelle Majesté comme vous, ok, vous adorez ce mot, mais la Majesté n'a pas de position partisane. Le roi d'Espagne, le roi d'Angleterre, le roi de Suède, le roi de roi, ils sont au-dessus des chapelles politiques. Donc, si vous prenez l'appellation Majesté, demeurez aussi au-dessus des batailles politiques. Voilà. Là, vous rendrez un service utile à la nation. Moi, je crois que vous êtes utile parce qu'un grand nombre d'entre vous contribuent au maintien de la coutume, au maintien de l'histoire de la communauté et autres. Mais ne dévoyez pas ce rôle essentiel, ce rôle fondamental que vous êtes appelé à jouer en cessant d'être des majestés. La reine d'Angleterre, on ne sait pas ses opinions. Est-ce qu'elle est libérale? Est-ce qu'elle est conservateur? On ne sait pas. Vous voyez? Vous voyez? Donc, si vous êtes des majestés comme la reine d'Angleterre, demeurez au-dessus des chapelles politiques. Demeurez au-dessus des batailles politiques. Mais lorsque un chef traditionnel a l'urne dans son salon, et il dit, quand l'autre arrive, il dit n'entre pas. N'entre pas, tu ne viens pas voter ici. Ça va pas, non. Toi là, je te connais, tu es l'opposition, tu n'entreras pas ici voter. Il faut donc qu'il laisse de côté l'appellation majesté. Parce que la majesté n'est pas partisane. Voilà, moi, c'est le rôle que moi je pense qu'ils doivent accepter de jouer dans les années à venir. Et vous en appelez à l'abolition de la République des élus sous fifre. Mais oui. Bon. C'est quoi un député aujourd'hui? Vous voyez, dans les démocraties, dans un grand nombre de démocraties, pour figurer au gouvernement, il faut être un élu. Oui. Chez nous, ici, il y a les élus à part et les membres du gouvernement à part. Oui. Il y avait même une théorie en France qui disait qu'un bon membre du gouvernement
doit avoir un ancrage régional. Là, il connaît les problèmes de la région et par conséquent, c'est la nation. Il peut les remonter. Il sait les traiter. Bon, alors que vous sortez un ingénieur agronome du ministère de l'Agriculture, vous le nommez ministre de ceci, cela, il connaît les dossiers du ministère de l'Agriculture sans plus. Parfois même, c'était un blanc, je m'explique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui dans son village n'a pas de contact avec les villageois. Chez lui, il a construit une barrière, il a mis des chiens et tout. Bon, mais il vous dit qu'il est maintenant, il est élite. Vous voyez? Donc, ceux qui sont élus n'ont pas accès au pouvoir. Oui, donc il y a une sorte d'infériorisation des élus au Cameroun. C'est évident. Les élus au Cameroun ne comptent pas. Les élus au Cameroun, les députés, pour ne parler que par exemple d'eux, en sont réduits à être des rédacteurs de motions de soutien et des mobilisateurs de gens pendant les campagnes électorales. Maintenant, eux-mêmes s'avilissent encore plus parce qu'ils se transforment en commandeurs de marché. Ils vont dans les ministères commander des marchés. Plein ne vivent que de ça. Il est député de ceci, ça lui permet de gagner les marchés de la salle de constituant des salles de classe de son département. Vous voyez? Donc, un, il n'a pas accès au pouvoir. Deux, il devient un homme d'affaires par ce titre-là. La fonction d'élu, de député a été totalement dévoyée. Totalement dévoyée. C'est le député maintenant qui organise la tournée d'un ministre dans le département. Vous voyez? La réunion politique du département est présidée par le ministre qui est nommé. Alors que lui, il est élu. C'est le ministre qui distribue la parole. Donc c'est l'infériorisation des élus. Ça, c'est évident. Voilà autant de choses que l'on devrait repenser au Cameroun. On devrait repenser ça pour les années à venir. En disant non, il faut réhabiliter le statut, et les pouvoirs, le rôle des élus. Moi, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est une émanation le reflet des populations qu'ils représentent. Oui, je reprends un peu ce que je viens de dire. On sort un bonhomme qu'on ne connaissait pas, simplement parce qu'il est membre du comité central du RDPC. Il devient ministre. Alors, il rentre au village, offrir des bœufs et autres. Les gens, très souvent, les gens du village vous disent, le blanc que vous nous avez nommé là, vous voyez, on ne le connaît pas ici. Il est hautain, il est méprisant et tout, mais il se met à présider comment dire, il réunit les élites de la région. Tels les sous-chefs de service, les sous-directeurs, les élites de la région. Ce sont tous des gens qui ne sont pas enracinés dans la région, qui parfois ont un souverain mépris des populations du coin. D'ailleurs, vous l'exprimez mieux à travers un exemple. Et je lis, tout comme Amadou Ahidjo après le limogeage de Charles Salé, pardon, en 65, Paul Biya n'a nommé qu'un seul premier ministre élu une fois. Mais c'est vrai. Simon Assi-Yacho. Oui, mais c'est vrai. Lequel a été élu? A été un élu. Lequel? C'est vrai. Le dernier premier ministre élu, on a eu 3 premiers ministres qui ont été élus, qui ont été des élus. Il y a eu non, on a eu plus. Il y a eu un Bida. Il y a eu comment on appelle ça? Ndele. Bon, il y a eu Foncha. Donc on va donner les dates parce que ça sert toutes les dates. Mbida 57. Exact. Ndele 58. Ahidjo 58. Foncha 59. C'était les élus. Vous voyez, non? Assale 60. C'était des élus. Après, c'était terminé. Oui. Simon-Pierre Tchimou n'était pas un élu. Etc. etc., etc. C'est l'histoire du Cameroun. Non. Les derniers premiers ministres élus, c'était Foncha et Achidi. Non, c'était Assale et Achidi. Oui, Achidi avait été député. Et vous dites que c'est une incidence sur la gouvernance? Oui, je vous dis. Des dossiers? Oui, c'est un problème, surtout dans le cas du Cameroun. Parce que ce membre du gouvernement va passer son temps à plaire au président de la République. De la région, de son patelin, il n'en a cure. D'ailleurs, beaucoup déclarent de manière tout à fait arrogante que je ne vous dois rien. Ils le disent. Que je ne suis pas là grâce à vous. Hein. Émanation du décret. Oui, ils le disent, ils ne s'en cachent pas. Et puis c'est vrai, c'est pas faux.
Ils le disent, ils disent, si ce n'était que vous, je ne serais pas là. Hein. Donc ils sont là au service du président de la République. Ça, c'est comme ça. Donc ils sont, au lieu d'être des porte-parole des populations locales au sein du pouvoir, ils deviennent plutôt des porte-parole du pouvoir auprès de la population. Vous voyez? Donc le rôle est inversé. Ça pose problème. Et comme un plaidoyer, vous dites abolir la République de l'allégeance et des adulateurs craintifs. Oui, mais c'est ce qui se passe. Vous avez ici mais des gens qui tiennent des discours dithyrambiques, qui sont... C'est incroyable. Je ne sais même pas s'ils se rendent compte de souvent ce qui sort de leur bouche. Mais c'est l'allégeance continue. Ils font systématiquement allégeance. Systématiquement. C'est-à-dire que la démocratie au Cameroun est devenue une démocratie d'allégeance. Il faut absolument montrer que l'on est un fidèle, que l'on est un disciple. Ouais, ce n'est plus... Les disciples, ce n'est pas la démocratie. Ouais, ça, c'est la royauté. C'est la féodalité. En démocratie, on n'est pas disciple. Est-ce que ce n'est pas le système qui a transformé... Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Nous, justement, là, maintenant, je me suis un peu lâché en disant, si jamais... si d'aventure cela se produisait, voici un des thèmes sur lesquels pourraient réfléchir les gens qui se réuniraient pour envisager le Cameroun de demain. Que l'on reprend, que l'on s'attarde sur cette question-là. C'est quelque chose de fondamental. Oui, il faut plutôt des gens qui défendent la région, la population au sein du pouvoir, à la différence, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, ou plutôt ce sont des gens du pouvoir qui viennent défendre le pouvoir auprès de la population. Non. Ce que je dis, tout le monde le constate. Moi, je n'offense personne. Moi, je n'attends pas de nomination ou d'élection. Mais je dis, moi, j'agis en intellectuel. Moi, je constate. Ça plaît pas. Bon, ben, moi, c'est ce qui se passe. Et puis, dans l'évolution de l'ouvrage, vous revenez au point de départ, une transition pacifique et civile. Oui, ça, c'est ce que dit le professeur Edouard. Là, c'est pas moi. Le credo du professeur Edouard. Oui, c'est ce qu'il dit. Oui, bon. Oui. Ben, je veux dire que c'est tout le monde qui le dit, tous les hommes politiques en ce moment. Oui, bon, tant mieux. Tant mieux. Qui veut la guerre? Mais la guerre, c'est la mort, c'est les cadavres, c'est le sang, c'est les larmes. Donc, si on peut éviter des cadavres, si on peut éviter des larmes, il faut plutôt militer dans ce sens. Qu'il n'y ait pas de larmes, qu'il n'y ait pas de cadavres. Il faut éviter cela. Un mort, c'est toujours un mort de trop. Il faut éviter cela. Donc, pour ceux qui sont pour la transition, ok, c'est votre opinion, mais de grâce, faites en sorte qu'il n'y ait pas une colline de cadavres. Ouais, par exemple, au Togo, il y a eu, pour que le fils Yadema accède au pouvoir, il y a eu officiellement 500 morts. Quand c'est officiellement 500, ça veut dire qu'il y en avait 3000. Vous voyez, bon, ce sont des choses qu'il nous faudrait éviter. Pour ceux qui militent fortement pour la transition, ce sont des choses qu'il faudrait éviter. Si jamais il m'arrivait de rencontrer le professeur Titus Edouard, je lui dirais, moi j'ai écrit un livre sur vous, vous parlez de transition, j'espère que vous avez lu mon livre, mais de grâce, si vraiment vous arrivez à réaliser votre transition, ne faites pas en sorte qu'il y ait du sang. Et tant mieux, dans vos déclarations, vous dites qu'il n'y aura pas de sang, bon, ça c'est très bien. Je pense que beaucoup de Camerounais pourraient vous suivre, ne serait-ce que sur cette base-là, puisque vous récusez la violence. Donc c'est très bien, monsieur le professeur, si vous tenez parole, si vous pouvez le faire. Ben justement, mais dans le contexte, je veux dire, si on revient à la réelle politique actuelle, oui. C'est peut-être le discours de... Ben, est-ce que dans le jeu des acteurs, est-ce que dans le jeu des pouvoirs, dans les rapports de force, oui. Une telle réalité pourrait être... Il faudrait que nous en arrivions à un minimum commun. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça, c'est un minimum sur lequel nous pouvons nous entendre sans sortir les fusils. Oui. Bon, je pense que nous tous, nous voulons que le Cameroun soit prospère, indépendamment de ce que nous pensons. OK? Voici un minimum que nous pouvons accepter ensemble. Ça, là, nous ne pouvons pas accepter. Et nous savons que ce que nous disons, vous aussi, vous ne pouvez pas l'accepter. Donc, il faut qu'il y ait un minimum commun sur lequel les gens puissent s'entendre pour que le Cameroun aille évoluer. On ne vous demande pas de changer d'opinion. Vos opinions sont là, nous les respectons, nous avons aussi les nôtres. Mais trouvons un minimum. Moi, je pense que c'est une culture que l'on doit introduire dans l'esprit des leaders politiques camerounais. Il y en a qui sont extrémistes. À les entendre, vous êtes effrayés. Qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, il y en a qui sont extrémistes,
Et cela n'est pas convenable. Si vous parlez de vivre ensemble pour les communautés, vous devez aussi introduire la notion de vivre ensemble pour les forces politiques. Vous voyez? Il faut aussi trouver un moyen de faire en sorte que les forces politiques vivent ensemble, comme vous dites pour les communautés, cela. Oui, il faut arriver à cela, à la politique. Parce que vous parlez de vivre ensemble pour les communautés parce que vous sentez que ça peut péter. Absolument. OK. Amenez aussi cet esprit, ce discours, introduisez-le dans l'action politique en disant, bon, les partis politiques, nous sommes différents, mais essayons de vivre aussi ensemble. Moi, je pense qu'il faut arriver à cela. Il y a des gens extrémistes, il y a des gens très violents. Vous lisez Facebook, mais moi, je reçois des injures terribles, des gens qui m'insultent et tout. Bon, je leur réponds, parfois je réponds, jeune homme, vous manquez de politesse, je le bloque. Parfois, je lui dis, jeune homme, vous êtes encore trop jeune. Peut-être que plus tard, vous comprenez beaucoup de choses. Bon, il y a des gens comme ça, il y a des gens d'une violence. Mais il faut amener les gens à... Vous en appelez aux politiques, il faut sortir le drapeau. Vous en appelez aux hommes politiques, il faut sortir le drapeau blanc désormais? Oui, moi je pense qu'il faut... parce que le Cameroun est un peu né sur un mauvais pied. Nous sommes nés dans le refus du Parti nationaliste d'accéder au pouvoir. L'ANC a pris le pouvoir. Le Front national de libération algérienne, ou en Algérie, a pris le pouvoir. Je ne vais pas citer le MPLA, tout ça, tout. Mais l'UPC n'a pas pris le pouvoir. Donc ça a été un mauvais départ pour le Cameroun. L'UPC est le seul mouvement de libération nationale qui n'ait pas pris le pouvoir. Et cela a marqué la politique camerounaise, parce que cela a amené la classe politique camerounaise à combattre violemment l'UPC et tout ce qui était proche de l'UPC. Même quand vous n'étiez pas UPCiste, mais il y avait un discours que l'on condamnait d'office. Ça a créé un régime extrêmement répressif au Cameroun. Bon, ce sont des choses qu'il faut maintenant expurger de notre tête. Que les gens cessent de penser qu'il y a de bons Camerounais d'un côté et de mauvais Camerounais de l'autre. Il faut que l'on sorte de cette mauvaise dialectique. Donc il faut, dans les années à venir, que l'on repense le Cameroun différemment. À savoir, ce n'est pas parce que l'autre ne pense pas comme vous qu'il est un connard. Non. Il peut être de la majorité et vous l'opposition, ou vice-versa, vous êtes la majorité et l'autre est l'opposition. Ce n'est pas un connard, ce n'est pas un raté, ce n'est pas un vaurien. Non. Donc, or, c'est encore cet esprit de guerre froide qui régit l'action politique chez nous. Lorsque une autorité décide que celui qui va venir bavarder ici, je vais l'expulser, on revient à l'ordonnance de 1962. Peut-être aussi que c'est aussi un manque de culture politique. On est déjà passé par là. Ne nous fait pas faire une marche arrière. Vous voyez, moi je parle du préfet de Mfoundi. Vous voyez, des choses comme ça. C'est peut-être un manque de culture politique. Monsieur le préfet, on a connu ça au Cameroun, pardon, nous n'enclenchez pas la marche arrière. Vous voyez? Donc c'est tout cet esprit qu'il faut bannir. Disons non, ceux qui ne sont pas d'accord avec vous ne sont pas des idiots. Ils ne sont pas des fous ou des mauvais Camerounais. Ils ne veulent pas mettre le feu forcément comme vous le pensez. Non, ils sont différents. Et c'est le président de la République lui-même qui a accepté qu'il y ait cette différence. Parce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il avait dit? Attendez-vous à une éventuelle concurrence. Absolument. Ouais. Et il a dit à Paris, il n'est plus nécessaire d'aller au maquis. L'autorité administrative va motiver sa prise de position. Sur la base des renseignements qu'il reçoit. Non, laissez-moi continuer. Ouais. Il avait dit, il n'est plus nécessaire de gagner le maquis pour s'exprimer au Cameroun. Exact. Quand il est venu en France au mois de février 1983, au sortir d'un entretien avec le président Mitterrand, c'est ce qu'il a dit. Qu'au Cameroun, parce qu'on lui a demandé, posé la question du multipartisme. Exact. Il a dit, c'est au sein de l'UNC que va se faire le débat. Mais au Cameroun, il n'est plus nécessaire de gagner le maquis pour exprimer ses opinions. Alors, moi aussi, j'ai envie de dire à monsieur le président que lisez les discours du président de la République. Vous n'avez pas été plus royaliste que le roi. Le président je veux dire que, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans la lecture que vous faisiez à l'instant? C'est-à-dire? Vous avez dénoncé évidemment tout ce qu'il y a comme dérive sur les réseaux sociaux, le discours violent. C'est trop. Le discours violent, les rivalités verbales entre les acteurs politiques et même sociaux. Mais maintenant, le préfet aussi fait le même constat que vous. Mais lui qui a l'autorité se dit, attention, il faut bien que je mette un... Oui, sauf qu'il nous ramène en arrière. Et il aurait fallu faire quoi? Il aurait fallu interpeller rapidement les gens sans prévention? Non, mais il y a eu toute une campagne contre les discours haineux. Ça a été positif. Ça n'a pas changé grand-chose. Il faut du temps pour que les gens changent. Il faut du temps. En attendant, donc, le préfet prend les mesures préventives. Non, là c'est la répression.
Là, c'est la répression. Non, ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais, par contre, ce que le gouvernement a fait, une campagne pour ça, c'était possible. Moi, en tout cas, c'est mon opinion. Hein. Mais dire que celui qui va venir dire c'est si on va le chasser, ça c'est la répression. Ça, c'est l'esprit, justement, contre lequel nous avons lutté pour la démocratie. Moi, étudiant, j'étais un des étudiants qui se battait pour la démocratie. Je pense à ma grande sœur Suzanne Kalaloube qui est partie ce matin. Absolument. Je lui rends hommage parce que c'était une fille qui a beaucoup combattu cet esprit-là quand nous étions étudiants à Paris. Absolument. Cet esprit de la répression pour la répression. Non, il y a aussi l'éducation. Vous voyez? Donc, vous nous ramenez à une situation que nous avons combattu et pour laquelle nous sommes sortis victorieux, puisqu'on a amené le pouvoir à accepter la différence. Maintenant, tel que vous je ne sais même pas s'il est au courant qu'il y avait une ordonnance en 1962 qui reprenait ces termes, ou peut-être qu'il a prononcé les termes sans savoir avoir lu le contenu de l'ordonnance de 62. C'est exactement ce que disait l'ordonnance de 62. Non, ça, c'est pas bien. Alors, on a pratiquement dépouillé, on fait une lecture diagonale de simple enjeu. De cet ouvrage, qu'est-ce qu'il faut qu'on en retienne? Qu'est-ce qu'il faut que... Il faut penser à l'avenir. Qu'est-ce que l'auteur attend du lecteur? Oui, que le lecteur trouve des pistes pour des réflexions, si jamais il y a une transition au Cameroun. Oui, c'est une série de thèmes que l'on pourrait aborder. S'il y a transition, il y a tel aspect, ne l'oubliez pas. Il y a tel aspect, ne l'oubliez pas. Réfléchissez sur tel aspect, réfléchissez sur tel aspect. Parce que, de mon point de vue, ceci dérange. De mon point de vue, ceci dérange. C'est également donc une forme de plaidoyer sur les réformes à mener dans cette transition. Oui. Moi, je suis un homme libre. Moi, je n'attends pas de nomination ou je ne crains pas d'être dégommé. Moi, je n'ai pas un poste dont un décret ne va pas m'enlever. Donc, moi, je dis, et moi, je joue mon rôle d'intellectuel. Un intellectuel doit dire des choses. Et puis, je contribue à bâtir mon pays en disant, vous qui parlez de transition, bon, je vous donne des thèmes de réflexion. Allez un peu réfléchir sur tel aspect, sur tel aspect, sur tel aspect que moi j'ai vu. Et peut-être que vous aussi vous avez vu ou n'avez pas vu. Bon, si vous n'avez pas vu, complétez votre pensée par tel ou tel. Voilà ce qu'il y a dans le livre. Et puis, bon, ça a été donc l'occasion pour moi, à partir de la déclaration du procès d'aborder cette question. Ben, je veux dire que dans le fond, sur le plan systémique, oui, vous envisagez ou alors cette transition selon peut-être le plaidoyer que vous avez, tient toujours compte du système unitaire. Bon, alors il faudrait changer la forme du système. Non, non. J'ai dit, le professeur Edouard a dit qu'il est pour la tradition et qu'il pourrait la mener. Donc moi, j'ai dit, voilà une voix de plus qui parle de la transition. Bon, moi, j'ai dit, en tant qu'auteur de livres intellectuels, je vous donne d'autres éléments de réflexion pour conduire une transition. Voilà un peu ma démarche. Vous voyez, non? N'oubliez pas ces aspects que moi j'ai vus. Peut-être que vous ne les avez pas vus. Si vous les avez perçus, tant mieux. Mais si vous ne les avez pas perçus, je mets à votre disposition tel aspect. Ne les ignorez pas. Parce que ceux-ci sont des facteurs de blocage. Je viens de vous parler des chefs traditionnels qui s'appellent Majesté. Mais le roi d'Angleterre, la reine d'Angleterre n'est pas des Labour ou bien des partis conservateurs. Elle est au-dessus des partis politiques. Mais vous êtes partisans. Bon, donc demain, si on réfléchit sur le Cameroun de demain, voilà une chose. Il faut trouver une place. Oui. Lorsque vous avez, par exemple, pendant les campagnes électorales, les voitures administratives, le personnel administratif qui est en campagne pour un camp, ce n'est plus la démocratie. Vous voyez, l'autre camp est affamé. Il n'arrive pas à se déplacer. Mais on voit en face un cortège de CA toute rutilante qui utilise le carburant de l'État. Le préfet lui-même préside la réunion de la campagne, le meeting électoral. Mais non, le préfet n'a pas à présider un meeting électoral. Non, le préfet n'a pas... Le commandant de légion, le commandant de compagnie, le commissaire de sécurité publique, ils font quoi à la tribune d'un meeting d'un parti politique? Non. Voilà autant de choses qu'il faut qu'on repense pour demain. Vous voyez? Aujourd'hui, peut-être on y est habitué, mais ce n'est pas normal. Il faut que demain, on en arrive à faire en sorte que les CA ne doivent pas être impliqués dans les campagnes électorales. Par exemple, oui, le préfet n'a pas à présider un meeting électoral. Ce sont des choses élémentaires. Il faut que nous en arrivions à accepter cela. Vous voyez?
Donc, ceux qui disent que la démocratie au Cameroun est en construction, je dis oui, bon, il y a ceci qui dérange donc maintenant. Dans cette construction, il faudrait que l'on rectifie cela. Nous construisons la démocratie, nous la bâtissons, oui, très bien. Cet aspect dérange, rectifions-le. Hein? Rectifions à l'avenir, faisons en sorte que les voitures administratives, le personnel de l'État, le budget de l'État ne soient pas investis dans les campagnes électorales. Voilà. C'est une manière de faire avancer la démocratie au Cameroun. Tchitchit Sedzoa, ni plus blanc, ni plus noir, aux éditions EDK Books. Oui. Le retour de Tchitchit Sedzoa sur la scène politique camerounaise au mois de mars 2024 à travers une interview à RFI est donc l'objet de ce livre, que vous allez certainement voir, vous voyez à l'instant à l'antenne. Une contribution évidemment de l'auteur Eno Meyemese qu'on ne présente plus et qui est notre invité ce soir. Mais à côté de cela, vous avez bien d'autres ouvrages, vous avez dit 159 dès l'entame de l'émission. On va peut-être dire un mot en passant avant de parler de l'histoire du Cameroun, qu'on va également dépouiller ici, sur la condamnation de Dika Pondo, un autre ouvrage. Ah oui. Le 6 décembre 1905, en 9 ans de prison par les Allemands. Oui. Dika Pondo fait partie des héros dont on parle très peu. Ok. J'en suis vraiment désolé. C'est quelqu'un qui n'a fait que bagarrer contre la double colonisation. Il a bataillé contre les Allemands et il a bataillé contre les Français. Moi, j'estime qu'il est négligé dans l'histoire du Cameroun. C'est un de nos grands héros. Peut-être qu'on ne l'a pas fusillé, peut-être qu'on ne l'a pas pendu. Hein? Bon, il est mort en exil, peut-être tout ça. Mais, je vous dis, quand vous lisez son histoire, et c'est ce qui m'a motivé à écrire sur lui, c'est quelqu'un qui a ferraillé contre l'arbitraire de la colonisation allemande parce qu'elle était extrêmement violente. Vous savez, je vis en Allemagne. Je ne parle pas bien l'allemand, mais quand j'ai un document, je me le fais traduire. Mais ces gens les Allemands étaient d'une violence que nous n'imaginons pas. Et quelqu'un comme Dika les a affrontés. Mais c'est peut-être parce qu'on ne l'a pas tué qu'il n'est pas connu. Il l'a affronté tout comme on l'a fait Ngosso Albert, vous voyez, ou bien évidemment voilà qu'on a pendu. Mais Dika, il a été en prison. Vous commencez, dès longtemps, vous parlez de la roublardise originelle du protectorat. Oui, mais ils nous ont trompés. À brandir à la conférence de Berlin. Oui, les Allemands voulaient une sorte de papier griffonné en disant nous avons déjà pris pied à tel endroit. Vous voyez? Bon, c'est à partir de ça qu'ils sont venus, qu'ils se sont mis à nous tuer et à installer leur administration. C'est ce qui s'est passé. Quand les lois, les 2 ou 3 rois qui ont signé ce traité, je ne sais pas quel nom lui donner, en tout cas ce traité, ils n'imaginaient pas la suite. Les Allemands, ils sont fichés pas mal. Leur problème, c'était d'arriver à la conférence de Berlin en disant à cet endroit, c'est nous. Hein? Ce qu'on ne sait pas toujours, que moi j'ai découvert en Allemagne, c'est que, parce que c'est Edward Smith qui a signé ça le 12 juillet 1984, et Nachtigal est arrivé le 14. Il a levé le drapeau, mais il a continué. Il s'est arrêté aussi chez les Malimba. On ne le sait pas beaucoup, on ne le sait pas. Je l'ai découvert en Allemagne. Et il s'est arrêté aussi à Grand Batanga. Il a aussi levé les drapeaux là-bas. Ça, c'est une page de l'histoire du Cameroun que moi, je vais réhabiliter en disant non, attention, il a été chez les Malimba, il a été à Grand Batanga. Il a également levé le drapeau. Moi, je l'ai découvert en Allemagne. Vous voyez? Et il a continué. Donc, ce sont des choses, par exemple, qu'il faut qu'on sache. Donc, Dika, c'est quelqu'un qui a vraiment, il s'est mis à dénoncer les Allemands en disant c'est pas ce que nous avons convenu. Là, vous êtes en train de violer notre accord. Et il n'est pas connu, c'est vraiment dommage. Moi, je pense que voilà des gens qui mériteraient un lycée au moins, à moins. Et vous mettez le doigt sur l'impuissance des rois Douala à contraindre les Allemands à respecter le traité de... Et ils avaient quelle possibilité? Les autres sont venus avec les canonnières. Rappelez-vous, ils ont bombardé Bonabéry en décembre 1884. Chez Locke Priso. Oui. Hein? Koumambapé, ils ont rasé son village à la canonnière, tout ça. Mais ils avaient quels moyens? Nous avions quels moyens? Nous n'avions que des fusils de traite. Eux, ils avaient des canonnières, tout ça. Mais on était en situation militaire totalement défavorable. Et le premier affrontement entre Dika et le gouverneur Jesco pour Kamer. Oui, Jesco pour Kamer. Ça a été un personnage exécrable. Vous savez qu'il s'est suicidé.
Une fois rentré en Allemagne, il s'est suicidé. Il avait une mauvaise réputation. Et il était gouverneur parce que son père était ministre et tout ça en Allemagne. Donc c'était une sorte de favoritisme. Hein? Voilà quelqu'un qui a fait... Von Puttkamer est le personnage qui a tué le plus de Camerounais avec Hans Dominique. Les deux là, Von Puttkamer et Hans Dominique, ce qu'ils ont fait au sud-ouest ne se compte pas. Ils ont tué les gens du sud-ouest. C'était quelque chose de terrible. Les Bakouri en savent quelque chose. Ils ont exterminé les Bakouri. Ils sont allés, les Malimba, ils en ont tué. Hans Dominique, ce qu'il a fait aux Ewondo, aux Eton, les Midambani, c'est-à-dire vers Akolinga. Mais c'était terrible. Les Allemands ont fait des choses terribles au niveau du Sud. C'était d'autres chefs qui ont été militaires allemands qui ont été moins connus. Ce qu'ils ont fait était terrible. Terrible. Oui. Donc, c'est des choses que moi j'ai pu découvrir en Allemagne. Et je fais tout pour qu'on sache que... Parce que l'esprit des Camerounais, c'est que les Allemands nous ont fait du bien. Peut-être. Il faut relativiser. Mais si vous savez le tas de cadavres que les Allemands ont laissés pour que nos grands-parents se plient, parce qu'ils ne les ont pas acceptés, se plient à leur pouvoir, vous ne savez pas ce que ça a coûté. Vous ne savez pas. Ce sont eux. Les Allemands ont été si brutaux que à Berlin, il y a eu tout un débat sur la violence des Allemands au Cameroun. Je vous dis, moi j'ai dit en Allemagne, c'est des choses que quand je lisais, j'ai dit ça, mais j'étais... Même les amis allemands à qui je donne les documents pour traduire me disent, mais nous, tu nous fais découvrir des choses terribles. Mais on n'a jamais su cela. On parle seulement de ce que les Allemands ont fait en Namibie. Mais moi, je suis en train de découvrir ce qu'ils ont fait au Cameroun. Ça a été abominable, ce qu'ils ont fait au Cameroun. Et je fais tout pour que ce soit connu. Donc, ça a été une des choses qui m'ont poussé à écrire ce livre. Et vous venez juste au chapitre 6, à l'objet même du titre, la seconde arrestation de Dika Pondo et sa condamnation le 6 décembre 1905, oui. 9 ans de prison pour trahison. Oui, ça c'est le thème que les Allemands utilisaient, trahison, tout ça. Ils fouettaient les gens en plein monde ici à Douala, en plein milieu ici à Douala. Et tout. Bon, quelqu'un comme Dika quoi, le fait qu'il ait dénoncé cela, ça a entraîné leur coup. Et surtout, ça ne se savait pas en Allemagne. Parce qu'il faut bien comprendre cela, que ce que ces voyous coloniaux faisaient ici n'était pas sûr à Berlin. Ce n'était pas sûr. C'est pour ça que lorsque lui, par exemple, ou bien Ngosodine partait en Allemagne pour dénoncer cela, il se retrouvait, on disait, mais il affabule, qu'est-ce qu'il raconte là? Vous voyez, il affabule. Donc les colons allemands faisaient tout pour étouffer ces voix dissonantes-là. Oui. Et il nous revient à nous, les Camerounais, de les faire ressortir actuellement. C'est ce que j'ai fait, par exemple, avec ce livre. Alors, pour finir, vous énoncez les enseignements de la condamnation de Dika Akwa puis sa libération, côté camerounais, côté allemand. Quels en sont les enseignements? Bon, par exemple, il a montré que ces gens-là, nous pouvions les vaincre. Parce que Dika Akwa est parvenu à faire en sorte que Jesko von Puttkamer soit rappelé en Allemagne. Il a fait virer un gouverneur. C'était pas un petit monsieur, hein, ce monsieur. Il a fait virer un gouverneur qui était un protégé. Je vous rappelle que son père était ministre en Allemagne, von Puttkamer. Oui, il a fait virer. Et il a permis en sorte que des débats s'ouvrent au Reichstag à Berlin sur la colonisation allemande au Cameroun. Ça a été quelqu'un de positif. Moi, je dis, il n'est pas connu. Il faudrait trouver au moins l'université de Douala, qu'elle soit université d'Ika, quoi, au moins un lycée. Mais il y a également les travaux de Koumane Ndombé III. Oui, mais c'est très bien ce qu'il fait. Oui, c'est très bien. Il essaie de réhabiliter toutes ces histoires. Oui, c'est très positif. Moi, j'ai lu, je l'ai connu à Lyon. Il enseignait à Lyon 2, parce que j'ai fait mon année préparatoire à Lyon. Je l'ai connu, c'était notre grand frère. Alors, l'autre ouvrage qui interpelle la mémoire, Histoire du Cameroun de 56 à 62. Oui, ça c'est un peu le livre que j'ai écrit et dont je suis le plus fier. Ah, d'accord. Quelles en sont les grandes lignes? Je raconte le Cameroun, la naissance du Cameroun. Pour comprendre le Cameroun aujourd'hui, il faut partir de 56 avec le déclenchement de la guerre qu'il y a eu, jusqu'en 62 avec l'instauration, l'arrestation des 4 députés au mois de juin et le congrès de l'UC à Ebolova au mois de juillet 1962, qui a été donc le point de départ du parti unique au Cameroun.
Moi, je crois que vous lisez la 4e de couverture, c'est pas très long, moi, je crois. Ce livre rompt avec l'histoire selon les francophones d'un côté et selon les anglophones de l'autre. Autrement dit, l'histoire du même pays, mais différente d'une rive du Mungo à l'autre, pendant les cruciales années qui ont été celles de 1916 à 1961. Il réunifie le récit du Cameroun, le rang unique, décrit les batailles qu'ont livrées pour sa reconstitution après sa division coloniale du 4 mars 1916 et sa liberté. Sur le plan international, simultanément et spontanément, les membres des deux communautés linguistiques présentes dans le pays. En zone anglaise, la bataille a été livrée contre le colonialisme nigérien essentiellement, tandis qu'en zone française, elle était livrée contre le colonialisme français. Ceci n'est pas clairement établi dans l'esprit des Camerounais. Il se fonde sur le fait que la coexistence de deux récits historiques différents, voire antagonistes, ou tout au moins qui s'ignorent, à ce jour, a élevé les murs d'incompréhension au simple du peuple camerounais, qui sont à l'origine de sa relative discorde actuelle. Il est de ce fait une fusion de l'histoire. Les francophones y découvriront ce que les anglophones ont fait et vice-versa. Il couvre la période de 7 années, 1956 à 1962, au cours desquelles le Cameroun de nos jours a été enfanté. Ce n'est pas du révisionnisme, non, Eno? Unifier l'histoire. Nous avions d'un côté le récit historique de la communauté anglophone, qui était parfois en opposition avec le récit historique de la communauté francophone. Exact. Réunir les deux, fusionner les deux, mais c'est plutôt positif. Là maintenant, tout le monde pourra découvrir ce qui a été fait de part et d'autre. Ce n'est plus un discours univoque, mais c'est un discours maintenant global, national. Je n'ai rien changé. Moi, je n'ai pas changé l'histoire. J'ai seulement... Et puis, j'ai... comment dire, mis à la disposition du grand public tout ce que les uns et les autres ont fait, sans distinction. Moi, j'ai tout fait pour qu'on ne décèle pas mes opinions personnelles, mais j'ai donné la parole à tout. C'est un livre qui fait parler tous ces gens, toutes les personnes, aussi bien les plus connus, les Foncha, et tout ça, mais il y a aussi les Calais, les autres, les Ntumaza, tout le monde parle là-dedans, les Mbida, les Okala, les Sopor, Priso, les Achal, tout le monde parle. Moi, je donne la parole à tout le monde. Vous voyez? Moi, je ne commande pas. Je dis, parce que c'est un livre qui mois après mois, année après année, tel jour, tel a dit ceci, tel jour, tel a dit ceci. Je me contente seulement d'expliquer le contexte, d'introduire le contexte. Voici ce qui s'est passé en 56. Voici les hommes politiques de 56. Voici les batailles de 56. Voici les batailles politiques de 57. Voici les batailles politiques de 58. Les batailles, etc. de 50. Par exemple, il y a quelque chose que j'ai bien développé là-dedans, c'est le débat à l'ONU sur le Cameroun. Beaucoup de Camerounais ne savent pas qu'il y a eu une session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies au Cameroun, fin février, début mars 1959, sur l'indépendance du Cameroun. Par exemple, beaucoup de Camerounais ne savent pas que la date du 1er janvier 1960 avait été une résolution de l'Assemblée législative du Cameroun, ALCAM, du mois d'octobre 1958, et qui a été entérinée par cette session spéciale qui a accepté donc, ok, nous acceptons la date du 1er janvier 1960 pour proclamer l'indépendance. Ouais, voilà les choses que l'on voit. Donc c'est un choix camerounais. C'est nous ce sont les élus du 23 décembre 1956 qui ont adopté la date du 1er janvier 1960 et l'ont soumise à l'ONU. Le Conseil de tutelle l'a adopté et à l'Assemblée, à la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies, la date a également été entérinée. Voilà donc comment est-ce que, ok, le 1er janvier 1960 est devenu le jour de notre indépendance. C'est nous qui avons, ce sont nos élus qui ont décidé de la date. Vous voyez, ce sont des choses fondamentales que l'on doit savoir. Et il y a toute la bataille que les Foncha, les Mouna et d'autres ont menée pour la réunification, qui, à mon sens, toute la bataille qu'ils ont menée est peu connue ici au Cameroun. Pourtant, ce sont des personnages qui se sont beaucoup investis pour la reconstitution du Cameroun. Je me suis efforcé de tout retranscrire de telle sorte que une personne qui lit le livre, que ses yeux s'ouvrent, que non, voyez, ces gens que vous haïssez ou vous dites des choses, regardez ce que ces personnes ont pu faire. Et attention, quand vous ouvrez la bouche sur X ou Y, attention.
Des gens comme Okala, ils ne sont pas connus. Ouais, des gens comme Maïmatip, et d'autres, ils sont nombreux. Hein. Des gens comme Ndjiné Michel, qui était vice-premier ministre. Mais de façon singulière, quels sont les faits marquants dans les deux zones justement qu'on peut relever, qui c'est depuis 1956 On peut résumer ici, comme je l'ai dit sur la quatrième, ici, c'était la lutte du côté de la, comme on disait, en zone française, parce que le Cameroun a été divisé en deux zones d'occupation. En zone d'occupation française, la bataille, le fait marquant a été la bataille contre le colonialisme français. Et en zone d'occupation britannique, la bataille, ça a été contre le colonialisme nigérian. Vous voyez? Ça, c'est une chose qu'on ne sait pas toujours. Que les zones anglaises, comme on disait à l'époque, se battaient contre le colonialisme. Ils ont d'abord bataillé pour qu'il y ait leur capitale. Absolument. Oui, que Bouya devienne leur capitale. Parce que ce n'était pas, Bouya ne comptait pas. Ça a été une bataille homérique des personnages comme Ndélé et d'autres, pour que Bouya soit reconnu comme une capitale. Deuxièmement, ça a été une bataille homérique pour qu'il naisse un parlement local spécifique à cette zone. Pour que le Southern Cameroun, nous on appelle ici Cameroun méridional, soit même d'abord reconnu comme une entité au sein du Nigeria. C'était pas automatique. D'accord, il y avait le National Council of Nigeria and Cameroon, mais c'est parce que c'est par leur action que ce parti politique aussi a adopté ces positions. Ça, ce sont des choses que tous les Camerounais doivent savoir. Vous voyez, non? Même un grand nombre de membres de la communauté anglophone ne le sait plus aujourd'hui. Donc, tout cela, je me suis efforcé de leur transcrire dans ce livre. Et même, il y a des choses que j'ai pu découvrir en écrivant ce livre, c'est que, par exemple, il y avait la question de la viabilité économique du Southern Cameroun. Vous voyez? Il y a ça, oui. Une enquête a été menée par les Anglais, ils sont arrivés à une conclusion. Une autre a été menée par Foncha, à savoir, est-ce que le Southern Cameroun indépendant est-il viable économiquement? Ils sont arrivés à la même conclusion. C'était laquelle? Non, allez lire le livre. Belle sortie. Vous parlez également, toujours en octobre 1956, du rapprochement entre le KNDP, oui, du courant d'Union nationale de Sopo. Oui, vous voyez, ça sont des choses que les gens ne savent pas. Les gens, par exemple, les gens ne savent pas que Foncha finançait l'UPC. Les gens ne savent pas cela. Moi, je le sais par Madame Oumier, qui m'a raconté des choses importantes. Je le sais par Fosso François, qui était président de la JDC, que j'ai connu à Paris. Vous voyez, donc le KNDP, quand Foncha a créé Sopo, a lancé le courant de l'Union nationale après l'interdiction de l'UPC. Le courant de l'Union nationale, c'était une sorte de rassemblement des patriotes malgré l'interdiction de l'UPC. On peut résumer ça comme ça. L'écho a été très fort en zone anglaise, au point où le KNDP a dit, mais voilà une bonne idée, ce que vous faites là est positif. Ils se sont rapprochés d'eux, de Sopo Pluso. Vous voyez, non? Oui, ça, ce sont des choses que l'on doit savoir. Beaucoup de gens vous disent des énormités aujourd'hui. S'ils avaient des informations fondamentales comme ça, il y a beaucoup qui se tairaient, qui ne diraient pas de tout ce que j'entends aujourd'hui. C'est fondamental. Je vous dis que même Sopo, est-ce que vous savez que Sopo finançait acheter des billets d'avion aux UP6? Madame Moumier m'a dit que Fela, le chanteur Fela, oui, que sa maman, oui, leur donnait de l'argent, finançait l'UPC. Vous voyez, ce sont des choses qu'on ne sait pas. Foncha finançait l'UPC. Les gens ne savent pas cela. Foncha finançait l'UPC. Quand les UPC sont allés s'exiler, après la traque ici, là, ils sont allés vivre à Kumba, tout ça, Foncha les finançait. Voilà des choses qu'on ne sait pas toujours. Vous voyez? Mais comment c'est justement manifesté ou exprimé le refus, le rejet de la partie anglophone vis-à-vis du colon britannique? Non, il n'avait pas... ils n'étaient pas confrontés aux colons britanniques. Ils étaient confrontés aux Nigérians. Ok. Oui, je vais vous expliquer. Ça va prendre quelques minutes. Étudiant à Strasbourg, un ami me dit, allons voir mon père. Mon grand-père était chez vous au Cameroun. Bon, il m'amène chez lui, je passe rapidement. Il m'amène chez lui, je trouve monsieur déjà âgé. Il me dit, j'ai été au Cameroun pour la transition de l'Allemagne à la France. Donc nous, les Français, nous les Alsaciens, parce que nous parlions allemand et français, on a été les premiers fonctionnaires arrivés là-bas. Donc moi, je parlais allemand et français, j'ai été chez vous. Et il m'a donné une information fondamentale, il m'a dit, du côté de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, il n'y avait pas une communauté qui parlait anglais et allemand.
Donc les Britanniques, eux, ils ont simplement pris les fonctionnaires nigérians qu'ils ont envoyés à la zone anglaise. Oui, oui. Et ce sont eux qui sont devenus les colons. Vous voyez, non? Donc le nationalisme de la zone anglaise, c'était contre ces fonctionnaires nigérians. Vous voyez, non? À la différence du nationalisme de la zone française qui était contre les fonctionnaires français, les colons français. Vous voyez, ça c'est... Donc il y a une sorte de double nationalisme. Vous verrez que les patriotes de la zone anglaise n'ont pas été persécutés par les Anglais. Donc il n'y a pas eu d'affrontement en tant que tel. C'était un débat d'idées, c'était... Non, il n'y a pas eu d'affrontement avec l'Angleterre. L'affrontement, c'était avec les Nigérians. Oui. Mais c'était un affrontement armé? Non, 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 non. D'accord, c'était sur le plan idéologique. Sur le plan, les tracts, les meetings, tout ça, oui. C'était pas... Non, non, ils n'ont pas affronté les Britanniques. Ils ont affronté parce que les Britanniques ne les colonisaient pas. C'est les Nigérians qui les colonisaient. Tous les fonctionnaires là étaient des Nigérians. Vous voyez, non? Et tandis que chez nous, ici, tous les fonctionnaires étaient des Français. Et les Français ont utilisé la même méthode avec nous. Ils ont pris plein de fonctionnaires indigènes camerounais qu'ils ont envoyés en Centrafrique. En Ubangui, moi j'ai beaucoup de parents qui ont travaillé en Centrafrique comme instituteurs, comme agents agricoles et autres. J'ai même un oncle maternel qui était instituteur dans la même école que Barthélemy Boganda en Centrafrique. Donc, les Français ont fait la même chose avec le Ubangui Chari. Les Anglais ont pris les Nigérians et les ont envoyés à la zone anglaise. Donc, on a donc un double nationalisme contre les Français et contre les Britanniques, et contre les Nigérians. Donc, vous verrez, il n'y a pas eu... Quel est le leader anglophone qui a été arrêté par les Britanniques? Vous voyez? Ils n'ont pas connu la persécution des Britanniques, des Anglais, non. À la différence, par exemple, des Ghanéens. Nkrumah a été arrêté par les colons britanniques, mais Fontia n'a pas été arrêté par les Britanniques, ni Ndele, ni Calais, et d'autres. Vous voyez? Parce qu'ils n'étaient pas face aux Britanniques. Les Mao au Kenya, ce sont les Britanniques qui les ont massacrés. Bon, en zone anglaise, au Cameroun, il n'y a pas eu ça, puisque les Britanniques étaient très loin, au sommet du pouvoir. C'est les Nigérians qui commandaient la zone anglaise. Mais quelle est l'incidence que tout cela a eu dans la marche de notre pays? Quel est l'impact que ça peut, les répercussions qu'on peut en ressentir aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je peux dire que l'impact est que l'incompréhension. Okay. Vous voyez, non? On ne comprend pas la réaction de la communauté anglophone vis-à-vis de la marche du Cameroun aujourd'hui. On ne comprend pas. Alors, si vous remontez à cette époque-là, ça c'est les fondements. Oui, ça c'est les fondements. Donc voilà l'impact aujourd'hui. Il faut connaître leur histoire. Il faut connaître l'histoire de la communauté anglophone et ça va vous permettre d'expliquer beaucoup de choses. Vous voyez, non? Qui a évolué dans la culture du débat, de la contradiction, de l'idée politique. C'était différent. Okay. C'était différent. Je ne dis pas que c'était meilleur ou pas bien. J'entends des gens dire des choses abominantes. Non, c'était pas... Un colon est un colon. Hein. C'était différent. Il faut simplement intégrer, tenir compte de cet esprit différent. Vous voyez, ça c'est fondamental. Alors aujourd'hui, le débat, tout au moins pour les historiens, c'est la reconnaissance par l'État colon des fautes et des dégâts qui ont été, et certainement la réhabilitation de ces personnages. Commençons d'abord par la réhabilité. Okay. Nous demandons aux colons de réparer nous-mêmes où est le lycée Calais, où est le lycée Okala, où est le lycée Dikaakwa. Aéroport international de Douala, ça veut dire quoi? Pourquoi on ne peut pas mettre aéroport international Rudolf Douala Mangabel? Si on met ça, les avions ne vont plus atterrir. Aéroport international de Yaoundé Simalène, ça veut dire quoi? On ne peut pas mettre aéroport international Chalatana. Commençons d'abord par nous-mêmes, avant de nous adresser aux Français. Nous-mêmes, est-ce que vous savez que je suis allé dernièrement, il y a quelques jours, derrière l'ancienne présidence, il y avait le service photo. À Yaoundé? Oui. Dans ce qu'est le musée national maintenant? Oui, donc derrière là, exact. En contrebas là, c'était le service photo. Je suis arrivé, ils m'ont fait une déclaration qui a failli me jeter à terre. Laquelle? Ils m'ont déclaré qu'ils ont détruit toutes les photos d'avant 1982. Vous voyez? Ils ont détruit toutes les photos d'avant 1982. Vous voyez? On accuse Paris, là c'est Paris. On accuse la France, là c'est la France. Comment vous faites ça?
Mais je vous fais une révélation. En revanche, la plupart de ces photos sont à Aix-en-Provence. Les journaux qui sont en mauvais état aux archives nationales à Yaoundé, moi je les retrouve en bon état à Aix-en-Provence. J'y suis allé. Vous trouvez tous les journaux qui sont inexploitables à Yaoundé, ils sont là-bas. La presse du Cameroun, l'éveil du Cameroun, l'autre là, Radio Presse et autres. Tous nos petits journaux que les gens, les ronéotypés, là, le Crabe, Bébé les Boucs, Lumière, tout ça. Moi je les ai trouvés en bon état à Aix-en-Provence, à Marseille, que les Français ont conservé. Nous, à Yaoundé, tout a été détruit. Vous avez d'autres livres à Yaoundé, des journaux. Vous prenez un journal, par exemple, de 1958, qui parle de ceci. Vous ouvrez, un Camerounais a découpé à la lame toute une page. Le document que vous recherchez, quelqu'un est passé avant vous, il a découpé à la lame. Avant de parler de réhabiliter, nous-mêmes ici, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est ce que je suis en train de dire. Nous devons, moi, je fais ce que je peux. Qu'est-ce qui interdit la mairie, qu'est-ce qui interdit le ministère de l'Éducation nationale de donner le nom des Camerounais au lycée, aux écoles primaires? Il y a un lycée Moumié à Conakry. Où est le lycée Moumié au Cameroun? On a dit qu'on a réhabilité les gens, non? Mais ça, c'est de bouche. C'est de bouche. Où est le lycée Moumié au Cameroun? Où est le lycée Moumié? Mais il y en a un à Conakry. Donc avant de jeter la pierre aux Français, nous-mêmes, on est content, lycée bilingue des Palmiers. Si vous dites lycée bilingue, Betota quoi? Ça va faire quoi? Lycée technique de Bonabéry. Si vous le baptisez lycée technique Koumambapé, ça va faire quoi? Vous voyez, nous-mêmes aussi, avant d'accuser les autres, nous-mêmes, nous sommes extrêmement défaillants. Est-ce que ce délaissement de l'histoire a un impact sur notre pays aujourd'hui? Mais le tribalisme d'aujourd'hui, c'est dû à quoi? Le tribalisme d'aujourd'hui, c'est dû à quoi? Il a poursuivi au moins 70% l'exclusion de l'histoire de notre mental. Oui. Si les Camerounais connaissaient l'histoire, ils seraient ils rejetteraient moins les autres qu'ils le font aujourd'hui. Oui. Et ça aussi, c'est la faillite de l'intelligentsia camerounaise. Nous écrivons des tas de livres, mais on ne s'intéresse pas à l'histoire. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce qu'un livre d'histoire ne vous fera pas nommer sous-directeur, ne vous fera pas nommer ministre, voilà. On est très égoïste. Ah, je vais m'écrire ça, pourquoi? Ça me rapporte quoi? Voilà comment nous raisonnons. Est-ce qu'il y a matière à désespérer? Non, non, il y a les nouvelles générations, il faut simplement continuer le combat. Moi, je crois que ce livre, il va jouer un très grand rôle au Cameroun, moi je crois. Parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans que les Camerounais vont découvrir. Moi, je les invite à l'acquérir, hein, moi, franchement. Il fait 560 pages. Il date de quelle année? Mais il est paru au mois de juillet. D'accord. Il a quelques semaines. Il est paru au mois de juillet, oui. Moi, je crois que l'histoire c'est à partir de l'histoire que l'on bâtit les nations. Absolument. Chez nous, on a fait voler l'histoire en éclats. On est surpris maintenant qu'il y ait des mouvements sécessionnistes par-ci, par-là, machin. À ce moment, mémorandum de tel département est délaissé. Peu de temps après, telle communauté envoie aussi son mémorandum. Nous sommes délaissés. Ça, c'est quoi? C'est la faillite de l'intelligentsia camerounaise. C'est la faillite. Nous sommes là à la recherche de postes et tout. Nous ne privilégions pas la connaissance. Vous voyez? Voilà ce que je peux vous dire. Dieu donne nos meilleurs messieurs, merci. Quand je peux bavarder, le jour peut se lever. Hein. Malheureusement, on n'a pas 24 heures pour vous entendre. Une autre fois. Cette richesse dans ce retour dans l'histoire, dans notre riche histoire, malheureusement pas très bien connue, ou très peu vulgarisée. Moi, je rentre en Allemagne ce soir, dommage. Sinon, on aurait pu faire d'autres émissions. Bah, vous reviendrez certainement encore au Cameroun et qui sait peut-être en octobre ou novembre. On viendra aussi là-bas pour... Je prends l'avion ce soir. Merci infiniment, Eno, et bon retour, bon voyage. Merci. Dans votre Allemagne et produisez-nous encore davantage de livres pour une meilleure connaissance de notre histoire. Grand merci de m'avoir invité. Je l'ai dit à l'entrée, essayiste, poète, historien, homme politique. On a reparcouru quelques grands ouvrages de Eno Meyomessé avec point d'ancrage. Ce dernier ou du moins l'un de ces derniers, enfin ces deux derniers d'ailleurs, Eno Meyomessé, Titu Sedzoa, ni plus
blanc ni plus noir. Et puis Histoire du Cameroun, 56-62, aux éditions EDK Books. Merci, bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition de Entretien avec.